Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On va faire un petit partage. Bonsoir. On va faire un petit partage. On va parler de l'élection. De l'élection au Cameroun. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de live. Aujourd'hui, bon, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un live. Il est vrai que depuis un moment, j'ai fait beaucoup plus de publications, des écrits. Je me suis dit, bon, des fois, c'est aussi bien de parler. Vous pouvez faire des partages. Ça fait un bon moment, je n'ai plus fait de live. Vous pouvez faire des partages. Bon, on va commencer. Vous pouvez faire quelques partages. En bref, le live, c'est sur les élections au Cameroun. Ce dimanche 12 octobre auront lieu les élections au Cameroun où les Camerounais seront appelés à voter un président de la République. Mais nous tous on sait qu'au Cameroun, il n'y a pas de démocratie. C'est-à-dire on a un président, Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 43 ans. Depuis 43 ans. Et si on ajoute même encore la période qu'il a été ministre, directeur de cabinet civil, secrétaire général, si on ajoute même toute cette période-là, 43, plus 29 ans, on se retrouve presque à 71 ans, 72 ans
de haute administration. Donc on a un président qui est là dans la haute administration du Cameroun depuis 1962. Donc cela signifie donc que dans un pays où il y a véritablement la démocratie, c'est impossible d'avoir un président qui a 43 ans au pouvoir. C'est impossible. Parce que le sens de la démocratie, c'est l'alternance. Ça signifie que en certain moment, l'opposition arrive au pouvoir. C'est ça l'alternance. L'alternance, c'est que l'opposition arrive au pouvoir. Ça, quand on dit l'opposition, ça signifie qu'un parti politique ou bien un mouvement qui a une idéologie, un programme politique différent du parti qui est au pouvoir. L'alternance n'est pas le changement de personne. Parce que dès lors qu'il s'agit du changement de personne, on se retrouve avec la continuité. On se retrouve avec la continuité. Donc, la démocratie, qui dit démocratie, dit alternance. Alternance politique, c'est lorsque l'opposition arrive au pouvoir. Quand on dit opposition, ça signifie un parti politique ou un mouvement qui a une idéologie, un programme différent du parti qui est au pouvoir. C'est ça l'alternance. Mais lorsque nous avons un changement de personne, mais pas d'idéologie, mais pas de politique, mais pas de programme, ça s'appelle la continuité. Et dès lors que c'est la continuité, ce n'est pas la démocratie. Donc je le répète, comme il y a certaines personnes qui viennent d'arriver, c'est-à-dire le Cameroun n'est pas une démocratie. Pourquoi le Cameroun n'est pas une démocratie? Parce que on a un président qui totalise 43 ans au pouvoir. Parce que ce n'est pas une démocratie. Le Cameroun, c'est une république. Quand on dit une république, ça signifie que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui élit ses représentants. Et tel n'est pas le cas au Cameroun. Donc, c'est une dictature. Donc, on a un président qui totalise 43 ans de pouvoir. Parce que il n'y a pas des vraies élections, c'est-à-dire les élections sont truquées. Les élections sont truquées parce que Paul Biya, déjà, en 91-92, Paul Biya avait perdu les élections. Et depuis ce temps-là, il a fait tout et tout pour ne plus perdre les élections. Donc, il contrôle tout. Il a d'abord refait la cartographie électorale. Il a refait la cartographie électorale pour que tout soit à son avantage. Celui qui contrôle l'organe qui organise les élections, celui qui contrôle le Conseil constitutionnel, en bref, il contrôle tous les organes qui sont en charge des élections, Paul Biya. Cela signifie donc qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Les élections sont truquées, sont volées, sont tripatouillées. Donc, le 12 octobre, aura donc lieu une élection au Cameroun où Paul Biya, 93 ans, fatigué, malade, désorienté, il ne sait même plus là où il est, il ne contrôle plus, il ne dirige plus le Cameroun, il ne gouverne plus, va encore se représenter pour un 8e mandat. Il va se représenter pour un 8e mandat. La question donc qu'on se pose, c'est que est-ce que cette fois-ci, Paul Biya va encore réussir à voler, c'est-à-dire à se maintenir au pouvoir? Qu'est-ce que les opposants comptent faire? Quand je dis les opposants, ça signifie le peuple, c'est-à-dire les opposants, eux qui représentent une idéologie, qui représentent un programme, parce que dans une république, ce sont les partis politiques qui gouvernent. Ce sont eux qui sont amenés à prendre le pouvoir, à diriger le pays. Mais derrière ces partis politiques-là, c'est le peuple. Donc, est-ce que les opposants camerounais et le peuple camerounais, est-ce qu'ils vont encore accepter que Paul Biya vole les élections? Sachant que si Paul Biya gagne les élections, Paul Biya, 93 ans plus 7, il aura presque 100 ans. Sachant que depuis 2011, Paul Biya dirige le Cameroun.
s'il gagne les élections, sachant qu'il aura 100 ans, simple analyse, il va plus diriger le Cameroun. Le Cameroun va sombrer. Le Cameroun va être entre les mains d'un Ngongor, de Chantal Biya, de Vonda Yolo, de n'importe qui, Atangandi, tout ça, tout ce monde-là. Et cela s'est fait qu'à un certain moment, à 100 ans, nous tous on est appelés à mourir, et Paul Biya peut mourir au pouvoir, et le pays peut sombrer, il n'y aura pas une bonne transition qui va se faire, on peut se retrouver avec un coup d'État, on peut se retrouver avec beaucoup de choses. Donc c'est-à-dire, le 12 octobre, il faut vraiment que les Camerounais réfléchissent. Est-ce qu'ils acceptent que le pays, le Cameroun, sombre dans une anarchie, dans une guerre civile, dans un coup d'État à la gabonaise, ou dans un coup d'État, je ne sais pas, de n'importe où, il y a tellement eu des coups d'État magouillés. Est-ce que les Camerounais acceptent ça? Dans le cas que les Camerounais n'acceptent pas ça, il faut que les Camerounais, le 12 octobre, qu'ils prennent leurs responsabilités. Premièrement, qu'ils aillent nombreux au vote. Parce qu'il faut savoir que la première des choses d'une dictature, la dictature organise les élections pour les gagner. Un dictateur n'organise pas les élections pour les perdre. Et la première des choses du dictateur, c'est que le dictateur va réduire le nombre de votants. Parce que quand il y a moins de votants, le dictateur arrive à contrôler. Parce qu'entre-temps, il a déjà préparé ses procès-verbaux. Il a déjà préparé ses résultats. Donc, il essaie en fait de faire en sorte qu'il y ait moins des électeurs. C'est pour ça que vous voyez au Cameroun, le régime de Paul Biya a toujours fait en sorte que les Camerounais ne s'intéressent pas à la politique et que les Camerounais ne s'inscrivent pas beaucoup au niveau du fichier électoral. Donc, qu'on se retrouve avec 5 000 inscrits, 6 000 inscrits et tout ça. Mais depuis 2016-2017, on a eu Cabral Libye, on a eu Maurice Kamto, et on a reçu d'autres opposants, on a reçu des personnes de la société civile qui ont essayé de booster les Camerounais, de faire en sorte que les Camerounais s'intéressent à la chose politique. Donc il y a eu des Camerounais qui se sont inscrits, et là, à l'heure actuelle, par rapport à l'ECAM, on a dans les 8 millions d'inscrits. Supposons, sur les 8 millions d'inscrits, si 6 millions, 7 millions, on peut dire 80-90% vont voter, je vous assure, le RDPC et l'ECAM, le Conseil constitutionnel, auront du mal à tripatouiller. C'est-à-dire, si on a presque 6, sur les 8 millions, on a 6 millions, 7 millions qui vont voter, et que sur les 6 millions, 7 millions là, la majorité rejette Paul Biya. Ils auront du mal à tripatouiller. Ils auront du mal, parce que premièrement, les urnes seront bondées, il y aura du monde, ils auront du mal. Mais si il y a un taux d'abstention, comme un grand taux d'abstention, comme en 2018 et les années passées, c'est facile pour eux. C'est facile pour eux de tripatouiller. C'est-à-dire, en 2018, il y avait, je crois, 2 millions qui ont voté. C'est facile de tripatouiller 2 millions. Parce qu'entre-temps, ils ont déjà prévu le procès-verbaux de 2 millions. C'est facile. Donc, la première des choses, il faut que les Camerounais qui se sont inscrits, qu'ils aillent voter. Il faut qu'ils aillent voter. Il ne faut pas qu'ils boycottent. Parce que lorsque tu t'inscris sur le fichier électoral et que tu as ta carte d'électeur, il faut voter. Si tu savais que tu vas boycotter, si tu savais que tu vas pas aller voter, il fallait pas aller t'inscrire. Il fallait pas t'aller t'inscrire. Parce que quand tu vas t'inscrire, ça signifie que tu t'intéresses à la politique. Tu aimerais t'exprimer. Il faut que tu ailles voter. Parce qu'il faut savoir que si tu ne vas pas voter, ils peuvent faire voter une autre personne à ta place. Parce que c'est la dictature, c'est les voleurs, c'est les tripatouilleurs. Ils peuvent faire voter une autre personne à ta place. Parce que tu n'es pas allé voter. Donc le mieux, il faut que tu ailles voter. Le fait que tu vas voter, premièrement, tu limites déjà la fraude. Ils ne pourront pas faire voter une autre personne à ta place. Et deuxièmement, le fait que tu ailles voter et que tout le monde aille voter, il y aura plus de votants. Et cela peut permettre à ce qu'il y ait moins de fraude. Après avoir voté, il faut véritablement contrôler le dépouillement. Surveiller le vote. Le code électoral camerounais permet que lorsqu'il y a un dépouillement, que le peuple soit là, que le public assiste.
Ce n'est pas, on ne fait pas un dépouillement à huis clos. On fait le dépouillement devant le peuple, devant les électeurs. Donc, que les Camerounais assistent à ces dépouillements-là, qui prennent des photos et tout, et tout. Il y a plusieurs plateformes. Il y a la plateforme de Maître Michel Ndoki. Il y a plusieurs plateformes qui ont travaillé pour permettre en sorte qu'il y ait des résultats. Donc, vous transmettez les données à cette plateforme-là. C'est-à-dire que il faut vraiment que les Camerounais, qui sont surtout au Cameroun, qu'ils essaient vraiment de s'impliquer pour essayer de réduire la fraude. Premièrement, il faut aller voter. Il faut qu'il y ait nombre de Camerounais qui aillent voter. Deuxièmement, il faut surveiller le vote. C'est-à-dire, lorsque vous votez, vous restez là aux alentours. Lorsque le dépouillement commence, vous entrez, vous assistez au dépouillement. Vous assistez au dépouillement, vous prenez les résultats de votre bureau de vote, vous envoyez, il y a des plateformes, par exemple la plateforme DISO de Maître Michel Ndoki, vous leur envoyez vos résultats. Laissez-moi vous dire, on n'a pas besoin d'avoir des observateurs dans les 33 000 bureaux de vote que le Cameroun compte. On n'a pas besoin. C'est-à-dire, c'est la statistique. Il faut seulement qu'on ait des observateurs comme le Cameroun a 8 millions de votants, on peut dire entre 50 et 70 bureaux de vote qui représentent la géographie politique du Cameroun. C'est-à-dire, même 7 bureaux de vote au centre, 7 bureaux de vote au nord, à l'extrême nord, 7 bureaux de vote un peu dans les régions là. On essaie de positionner ces bureaux de vote là par rapport aux forces politiques et par rapport aux grandes villes, villages et par rapport à la composante, à une certaine composante jeunesse, personnes âgées. On essaie un peu de faire cette composante là dans les 10 régions, dans 7 bureaux de vote, laissez-moi vous dire, avec la statistique et les algorithmes, on a une estimation fiable des résultats d'une élection. C'est comme ça que on fait ici en France. En France, ils utilisent 250 bureaux de vote. Ils les appellent bureaux de vote témoins. Alors que la France a près de 8 000 bureaux de vote. 8 000, le Cameroun a combien de bureaux? Non, le Cameroun a 33 000 bureaux de vote. La France a 80 000. La France a 80 000 bureaux de vote. Le Cameroun, je crois, c'est 33 000 bureaux de vote, si je ne me trompe pas. Donc, c'est facile d'avoir les chiffres, une estimation. Même au Sénégal. Au Sénégal, ils en ont fait des estimations. C'est ça qui a fait que entre 22h et 23h, il y avait déjà des résultats estimatifs au Sénégal. Et vers 1h, 2h, il y a certains responsables de partis politiques qui ont commencé à féliciter Diomaye Faye. Et tout ça a conduit à ce que certains hommes politiques sénégalais ne contestent pas les résultats. Et 3 jours après, le Conseil constitutionnel en a validé. Les résultats. Parce que les médias sénégalais, avec des informaticiens sénégalais, les statisticiens, ils ont fait un peu ce que j'ai dit, la statistique. C'est-à-dire qu'ils ont des observateurs dans certains bureaux de vote qui représentatifs de la configuration du pays. Ici en France, c'est 250 bureaux de vote sur 85 000 existants. 250 bureaux de vote. Et ils essaient de mélanger tout ça pour avoir une cartographie de l'électorat de la France. La même chose aussi, on le fait au Cameroun. On a des informaticiens, on a des statisticiens, tout ça, on peut le faire avec entre 50 à 70 bureaux de vote. Donc les gens qui disent que on ne peut pas avoir les résultats parce que vous n'avez pas des représentants dans tous les 33 000 bureaux de vote, parce que le Cameroun a 30 000. Le Cameroun a 30 355 bureaux de vote. 30 000.
Donc, les gens qui disent qu'on ne peut pas avoir les résultats parce que les partis politiques ou bien ils ne sont pas représentés dans tous les bureaux de vote, mais c'est faux. Pour avoir les résultats, on n'a pas besoin d'avoir les observateurs dans tous les bureaux de vote. Il faut, c'est de la statistique, il faut certains bureaux de vote dans chaque région qui représentent un peu, la cartographie électorale du Cameroun, et après on a des estimations fiables. Donc que les Camerounais fassent ça, et après, après un certain moment, le régime sera obligé d'avouer les défaites. Et le candidat, par rapport à ces estimations-là, qui va se retrouver en tête, il va falloir que les autres partis de l'opposition félicitent ce candidat-là. C'est-à-dire par rapport aux estimations qui vont commencer à sortir. Que les autres partis de l'opposition félicitent le candidat qui sera en tête, félicite. Et cela va permettre de casser le régime. C'est un peu ça qui s'est passé au Sénégal. C'est-à-dire, quand les estimations ont commencé, les estimations ont commencé à être sorties, les estimations qui montrent que Diomaye Faye, il est dans les 55%, 56, 57 et tout, les autres partis d'opposition ont commencé à féliciter Diomaye Faye, à le féliciter. Cela fait donc que, en certain moment, le candidat du parti au pouvoir, le candidat de Macky Sall, il était obligé de féliciter aussi Diomaye Faye. Il était obligé. Donc tout ça, c'est de la stratégie. C'est pour cela que moi j'ai dit, parce qu'il y a certaines personnes qui critiquent trop les autres candidats des partis de l'opposition. Par exemple, les gens qui étaient pour du MSC, ils critiquent trop Cabral Libi, ils l'insultent, ils le peint et tout. C'est une mauvaise stratégie. C'est-à-dire, il faut nuancer, il faut faire en sorte que, lorsqu'il y aura des résultats, que l'opposition puisse se réunir. Parce qu'un seul candidat qui revendique sa victoire, il ne peut pas faire face au régime. C'est le même problème qu'on a eu en 2018 avec Maurice Kamto. Maurice Kamto s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul à contester les résultats. Et il n'y avait pas les autres partis de l'opposition. Aucun parti de l'opposition avait reconnu Maurice Kamto comme vainqueur. Aucun parti de l'opposition. Cabral avait seulement dit que son opposant qui a gagné, au début il avait même dit que c'est lui, après il a dit c'est un opposant. Il n'y a pas eu des opposants qui ont reconnu la victoire de Maurice Kamto, parce que tout ça joue, hein. Tout ça joue. C'est-à-dire que les partis, les candidats de l'opposition, ils reconnaissent la victoire d'un de leurs. Aucun d'eux ne reconnaît la victoire du président sortant. Ça joue. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'en 92, Paul Biya avait eu du mal. Parce qu'il y avait certains partis d'opposition qui avaient reconnu la victoire de Nigel Fundi. Il y avait certains partis de l'opposition qui étaient avec Nigel Fundi lorsque Nigel Fundi revendiquait sa victoire. Cela avait aussi beaucoup joué. Donc il faut que, lorsqu'il y aura des résultats, que les partis de l'opposition, lorsqu'il y a des résultats estimatifs qui commencent à sortir et qui me démontrent qu'il y a un candidat de l'opposition qui est en tête, qui est favori, que les autres partis de l'opposition reconnaissent la victoire de cet opposant-là. Et vous allez voir, ça va casser un peu cette fraude-là. Et cela va aussi booster le peuple. Ça va booster le peuple pour que, lorsqu'il va falloir que Elekam ou le Conseil constitutionnel proclame les résultats, ils feront déjà un peuple prêt. Un peuple qui boue, qui est prêt à sortir pour contester les faux résultats. Tout ça, c'est de la stratégie. Mais, le véritable problème avec nous, Camerounais, c'est que plusieurs ne sont pas, comment je peux dire ça? Ils ne sont pas dans la contestation, ou bien dans l'activisme. Ils ne sont pas là parce qu'ils veulent vraiment un changement au Cameroun. Plusieurs, ils sont là parce qu'ils soutiennent une personne. Par exemple, les gars proches du MRC ou les sympathisants de Maurice Kamto. Plusieurs, ils sont venus dans la lutte, dans le changement, juste parce qu'ils veulent que Maurice Kamto soit président.
Et comme ils voulaient que Maurice Kamto soit président, ils ont créé un certain antagonisme, une certaine haine par rapport à Cabral Libi. Et cela fait donc que comme Maurice Kamto, il a été bloqué par le régime, automatiquement pour eux, comme Maurice Kamto a été éliminé et que Cabral Libi n'a pas été éliminé, il faut maintenant là que la haine, toute la haine qu'on a contre Cabral Libi, il faut qu'on verse ça sur Cabral Libi. Mais ça, c'est un mauvais calcul. Ça, c'est un mauvais calcul parce que si vous êtes honnête, depuis 2017, il y a Maurice Kamto, Cabral Libi. C'est eux qui ont motivé les Camerounais à s'intéresser à la chose politique. C'est eux qui ont conscientisé, qui ont sensibilisé, qui ont fait du porte-à-porte, qui ont lutté pour que, en 2018, on ait un engouement, même ici à la diaspora, on a des Camerounais qui s'intéressent à la chose politique, qui s'intéressent. Bon, maintenant Maurice Kamto, il a été éliminé par le système, nous tous on le sait. Quand le système élimine Maurice Kamto, quand le régime de Paul Biya élimine Maurice Kamto, ce n'est pas parce que Maurice Kamto allait battre Paul Biya, non. Le système élimine Maurice Kamto parce que Maurice Kamto, il peut rassembler, il peut contester. Parce qu'en 2018, il avait contesté. Et il y a eu des mouvements. Donc c'est par rapport à ça que le régime Biya a éliminé Maurice Kamto. Le régime de Biya n'a pas éliminé Maurice Kamto parce que Maurice Kamto allait battre Paul Biya. Parce que tous on sait que ce sont des fraudeurs. Ce sont des voleurs. Donc, nous tous on le sait. Mais les militants du MSC, c'est par exemple du MSC, ils nous font croire que si Maurice Kamto était là, il allait battre Paul Biya. Mais c'est d'être, je sais pas, c'est de se moquer de soi-même. C'est de faire une mauvaise analyse politique. On est face à un système de voleurs, de tripatouillards, d'élections. Donc là où nous sommes à la recherche d'une dynamique. D'une dynamique qui peut faire en sorte qu'il y ait beaucoup de votants. Le fait qu'il y ait beaucoup de votants, qu'il n'y ait pas trop d'abstention, ça peut faire en sorte que le régime aura du mal à cliquer. Et il faut qu'il y ait du nombre, un bon nombre, qui va contrôler le vote, c'est-à-dire le dépouillement. Lorsqu'il y a dépouillement, vous filmez, je vous ai donné la plateforme de Maître Michel Ndoki, Disso, ils sont prêts pour avoir une cartographie de l'électorat. On n'a pas besoin d'avoir des observateurs dans tous les bureaux de vote. Il faut une certaine cartographie dans certaines zones. On peut avoir des résultats fiables. Mais il y a donc certaines personnes qui, eux, ils ont donc versé la haine, comme Maurice Kamto a été barré par le régime, ils ont versé la haine sur Cabral Libi. Ça signifie qu'ils ne sont pas dans la lutte, ou bien ils ne sont pas vraiment là parce qu'il faut que Paul Biya parte. Ils sont là par rapport à Maurice Kamto. Mais comme il a été éliminé, il ne faut pas que notre ennemi, qui est Cabral Libi, lui, il en profite. Qu'est-ce qu'ils font donc? Ils vont donc sur Issa Chiroma. Quand ils vont sur Issa Chiroma, ils ne vont pas sur Issa Chiroma avec une réflexion. Ils vont sur Issa Chiroma parce que il y a Cabral Libi qui est positionné pour profiter du fait que Maurice Kamto a été éliminé. Et pour eux, il ne faut pas que Cabral Libi en profite. Ils vont donc chez Issa Chiroma. Au lieu que, s'ils vont même chez Issa Chiroma, qu'ils aillent chez Issa Chiroma, soutenir Issa Chiroma simplement, mais ils vont chez Issa Chiroma et ils continuent avec la même fausse propagande, la même fausse étiquette qu'ils ont eu à fabriquer contre Cabral Libi. Oh, il est pour du régime. Oh, il est ceci. Oh, il est ceci. Il ne faut pas voter Paul Biya et Cabral Libi. Mais, quand vous voyez cette analyse comme ça, là, mais vous comprenez que ces gars-là, ils ne sont pas là pour le changement. Entre nous, comment tu peux faire comprendre en Camerounais que Issa Chiroma, il est mieux que Cabral Libi? Issa Chiroma, il est mieux que je sois aussi. Issa Chiroma, il est mieux que la dame Taïmon Njoya. Comment vous pouvez faire comprendre ça aux gens?
Vous êtes libre de soutenir Issa Chiroma. Vous êtes libre de soutenir Issa Chiroma. Mais vous ne devez pas soutenir Issa Chiroma en diabolisant les autres. Parce que, il faut savoir que Paul Biya, le fait que Paul Biya fait 43 ans au pouvoir, c'est parce que nous, Camerounais, quand je dis nous, Camerounais, bon, nos parents, ils ont fait la même erreur qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire, Amada Yujo avait fait 25 ans au pouvoir. Amada Yujo, il a tué nos nationalistes. Amada Yujo, il a mis un pouvoir d'exception. Amada Yujo, il a torturé, il a tué, il a brutalisé Amada Yujo. Les Camerounais en avaient marre d'Amada Yujo. Certes, il y avait l'économie, il y avait le développement, il y avait ceci, mais si vous êtes honnête de l'histoire du Cameroun, Amada Yujo, il a tué, il a brutalisé, il a opprimé. C'était un dictateur. Donc, quand Amada Yujo démissionne, Paul Biya, qui faisait partie du régime d'Amada Yujo, Premier ministre, secrétaire général de la présidence, directeur du cabinet civil, directeur général des cabinets et tout. C'est Paul Biya qui remplace Amada Yujo. Entre-temps, il faut savoir que c'est la France qui met Amada Yujo au pouvoir. C'est la France qui met Paul Biya au pouvoir. Parce que depuis 1972, on positionnait déjà Paul Biya. Amada Yujo faisait des modifications de constitution pour positionner Paul Biya. Donc quand Paul Biya arrive au pouvoir, il n'arrive pas au pouvoir par l'Esprit Saint. Il arrive au pouvoir parce que la France avait déjà vu Paul Biya que c'est un fainéant. C'est un fainéant. Il ne décide pas. Il est effacé. C'est comme ça. J'ai des notes des ambassadeurs de France de cette époque. J'ai des notes. Donc, quand Amada Yujo démissionne, il laisse le pouvoir à Paul Biya. Les Camerounais donnent tout à Paul Biya. Ils voient Paul Biya comme un dieu, comme un messie. Il y a même des chansons qui sortent à la gloire de Paul Biya. Où dans ces chansons-là, on insulte Amada Yujo. Paul Biya arrive avec le renouveau. Le renouveau. Il arrive avec le renouveau. Il arrive avec la moralisation et tout. Parce que il nous faisait comprendre que chez Amada Yujo, à l'époque d'Amada Yujo, il y avait tellement le vol et tout. Mais, nous en sommes où? Il a fallu 2 ans. Il y a eu un faux coup d'État. Les Camerounais étaient déjà désenchantés de Paul Biya. Et ils avaient tout donné à Paul Biya. Raison pour laquelle Paul Biya, il marche sur les Camerounais. Il les torture. Il les torture, il les blesse et tout parce qu'ils ont tout donné à Paul Biya. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun Camerounais qui avait contesté Paul Biya. Donc maintenant, on se retrouve avec un même cas où on a Issa Chiroma. Issa Chiroma, c'est un propagandiste de Paul Biya. C'est-à-dire, je ne sais même pas si Brenda Biya pouvait défendre Paul Biya la façon que Issa Chiroma défendait Paul Biya. Même Kouenchi Komeni qu'on appelle Zéremor, n'est jamais allé loin dans le griotisme, dans le griot, comme Issa Chiroma. C'est-à-dire un propagandiste. Le gars, il vous ment. Les yeux ouverts, il vous ment. Il regarde comme ça, il vous ment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un... Donc, vous savez, dans cet Issa Chiroma-là, il n'a pas participé à réveiller les Camerounais. Il n'a pas participé à appeler les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Issa Chiroma, il n'a rien fait. Il était là pour torturer, pour encourager Paul Biya à torturer, à violenter Issa Chiroma. Et subitement, entre le 10 et 12 juin, on voit une vidéo qui circule à l'extrême nord. On voit Issa Chiroma parler à la population en foufoudé. Quand on nous donne la traduction, la traduction de son discours, il est en train de dire aux gens comment Paul Biya ne dirige pas bien, il faut voter Paul Biya, parti patata. Il parle. Et entre 14 juin, et 5 jours après, on voit une photo qui circule où on voit Issa Chiroma à l'ambassade de France.
avec le dernier ambassadeur de France, là, Thierry Marchand, le général, qui venait de partir là. On voit une photo, Issa Chiroma avec le général. Et il faut vous rappeler que le général Thierry Marchand, quand il vient voir Paul Biya, pour faire les adieux à Paul Biya, dans l'interview, il dit qu'il a terminé sa mission. Il dit qu'il a terminé sa mission. Que parce que quand il est venu, il avait une mission et qu'il a terminé sa mission. Et il faut comprendre que quand Thierry Marchand vient au Cameroun, il vient au Cameroun la période que ça chauffe. C'est-à-dire qu'il y a la Centrafrique qui est en train d'aller à la Russie, il y a même le Tchad qui est un peu bizarre là, il y a les côtés de l'Ouest qui sont déjà vraiment anti-français et tout et tout. Donc, dans l'Afrique, parce qu'il faut savoir que l'Afrique centrale, au Cameroun, le Cameroun joue une position géopolitique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée là, la plupart des bateaux commerciaux passent là. Les bateaux commerciaux des Occidentaux, donc les États-Unis, la France et l'Union européenne, ça passe au niveau du golfe de Guinée. Et le golfe de Guinée là, le Cameroun est là. Et le Cameroun c'est le maître. Donc la France ne se voit pas perdre ça. C'est pour cela que Macron envoie un général pour qu'il devienne ambassadeur au Cameroun. Donc Issa Chiroma, il ne s'est jamais battu. Issa Chiroma s'était battu les années 90, 91, il était opposant. Après, en 92, est-ce que ça... Bon, je ne vais même pas tout raconter l'histoire. Après, en 92, il y a eu des problèmes entre lui et Bele Bouba. Parce qu'il faut savoir que en 92, Paul Biya, il perd les élections législatives. Il perd même aussi la présidentielle. Maintenant, Paul Biya, il a besoin de faire des négociations avec l'opposition. Paul Biya, maintenant, il va d'abord contacter... C'est pour ça que Bele Bouba et Issa Chiroma ne peuvent pas faire une coalition parce qu'il y a des haines entre eux. Paul Biya, maintenant, là, il va contacter Bele Bouba pour que Bele Bouba entre dans le gouvernement. Bele Bouba va faire une liste. Mais dans la liste de Bele Bouba, il ne met pas Issa Chiroma. Mais entre-temps, c'est Issa Chiroma que Paul Biya veut. Parce que le fort de Issa Chiroma, c'est qu'il parle. C'est quelqu'un qui parle, il a le langage, il sait manier la langue, il manipule les gens. C'est un populiste. C'est un populiste. Donc, Paul Biya, il se rend compte que la liste qui vient là, il n'y a pas le nom de Issa Chiroma. Paul Biya maintenant là, parce qu'il faut savoir que Paul Biya c'est un Machiavel. Paul Biya, il a fait l'école ici en France où on formait les gouverneurs noirs. C'est-à-dire que quand la France savait que elle va quitter ses colonies, la France a commencé à former les noirs pour venir remplacer les gouverneurs blancs. Donc Paul Biya, à part que Paul Biya fait la Sorbonne, il a aussi fait des hautes études les hautes études coloniales où on formait les colons. Donc Paul Biya s'est monté les têtes. Il s'est divisé. Donc maintenant Paul Biya, il envoie les gens qu'ils aillent voir Issa Chiroma. Maintenant ces gens-là vont voir Issa Chiroma avec la liste que Bele Bouba avait sortie. Ils m'ont dit Issa Chiroma que mais quand tu vois là, nous sommes en contact avec Bele Bouba et tout, pour qu'il entre au gouvernement, voici la liste qu'il nous a donnée. Issa Chiroma se rend compte qu'il n'y a pas son nom. Alors qu'à ce moment-là, dans l'UNDP, il y avait Bele Bouba et Issa Chiroma. C'était eux des leaders. Issa Chiroma maintenant, lui aussi, la liste là, il enlève le nom de Bele Bouba. Il met son nom, il met le nom d'une autre personne, il donne la liste. Maintenant, quand la liste arrive, Paul Biya maintenant, il prend la liste de Issa Chiroma. Et Paul Biya nomme Issa Chiroma ministre des Transports. Paul Biya rejette la liste de Bele Bouba. Et à partir de là, il y a donc eu la guerre entre Bele Bouba et Issa Chiroma. Bele Bouba, il a demandé à Issa Chiroma de démissionner de l'UNDP. Issa Chiroma a refusé. Bele Bouba, il a exclu Issa Chiroma de l'UNDP avec les gens que Issa Chiroma avait mis dans le gouvernement. Et c'est comme ça que après Issa Chiroma va donc créer son parti politique là, le FN quoi là. Donc il faut d'abord maîtriser l'histoire du Cameroun. Donc il entre dans le gouvernement en 92, ministre des Transports. Étant maintenant au gouvernement, arrivent les élections. Issa Chiroma
ne va pas avoir beaucoup, il va pas avoir, parce qu'il était considéré là-bas comme un traître. Parce qu'il faut comprendre que l'UNDP était bien positionné dans le Grand Nord. Donc, le fait que Bele Bouba a vu comment il a fait, ils ont sali son nom là-bas, il était vu comme un traître. Donc, quand il y avait les élections qui arrivaient là, Issa Chiroma n'a pas eu des élus. Donc, comme il n'a pas eu des élus, il était plus important pour Paul Biya. Le prochain gouvernement qui arrive donc là, après les élections législatives, Paul Biya met donc Issa Chiroma de côté. Et là, Paul Biya va donc faire une alliance avec maintenant l'UNDP de Bele Bouba. Et c'est là où Bele Bouba entre donc dans l'alliance avec Paul Biya. Et à ce moment-là, Issa Chiroma, il vient donc dans l'opposition. Il va commencer à critiquer Paul Biya, critiquer, jusqu'à ce que, à un certain moment, son parti politique va commencer à avoir quelques élus, 2 élus, 3 élus, 4 élus, 5 élus, et là, Paul Biya va encore le reprendre, le mettre au gouvernement, et là, il sera porte-parole du gouvernement, ministre de la communication. Il va donc durer là. Voilà un peu l'histoire politique de Issa Chiroma. Voilà un peu l'histoire politique de Issa Chiroma. Donc, vous voyez donc que Issa Chiroma, pendant tout ce temps-ci, il avait Paul Biya. Il n'y a eu aucune information qui nous ont montré. Parce qu'en général, quand un ministre, quelqu'un qui est dans le régime, il quitte le régime, il y a souvent un clash. Il y a souvent un clash. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'est passé, un clash. Quelque chose qui s'est passé et dont le peuple est au courant. Il y a un clash. Ou alors, il y a un coup d'État qui se passe. Et comme un coup d'État se passe, certains ministres sont obligés de s'arranger. Peut-être d'aller vers le militaire qui a fait le coup d'État. Ou alors, il y a une révolution. Le peuple est sorti. Et comme le peuple sort, les gens du régime commencent à voir que le peuple prend de l'avantage. Il peut maintenant y avoir quelques ministres qui vont commencer à lâcher le président pour rejoindre le peuple. Mais là, avec Issa Chiroma, ou avec Bele Bouba, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu une action qui s'est passée dans le régime pour dire que entre eux, il y a eu un clash. Parce que l'absence de Paul Biya ne justifie pas. Paul Biya, il est absent depuis 2011. Faites des recherches. Paul Biya, il est absent. Il y a un journal des investisseurs, des investigateurs occidentaux, suisses, américains, Wall Street Journal. Ils ont mené une enquête sur Paul Biya de 83 jusqu'en 2017. Paul Biya totalise 4 ans et demi à l'extérieur du Cameroun. 4 ans et demi. 4 ans et demi. Donc, les absences de Paul Biya, ça ne justifie pas le fait que ces gens-là quittent Paul Biya. Issa Chiroma m'avait dit, les journalistes lui avaient demandé Paul Biya est où? Issa Chiroma m'avait dit que Paul Biya, il est là. Allez au barrage de Mebenga, vous allez voir Paul Biya. Allez là-bas, vous allez voir Paul Biya. Allez sur le tour de Yaoundé Douala, vous allez voir Paul Biya. Allez sur ceci, vous allez voir Paul Biya. Lui-même, il avait dit que Paul Biya, il est là. Lui-même, il avait dit que Paul Biya, il est là. Il avait même dit que Paul Biya, il est le soleil. Parce que vous savez, le soleil fait le tour. Le soleil fait le tour de la terre, le soleil, il est là. Il a dit que Paul Biya, c'est le soleil. Alors, donc vous ne pouvez donc pas croire le prétexte, la justification qui est que parce que je ne vois pas Paul Biya. Non, ça ne tient pas. Parce que Paul Biya, il est absent depuis. Donc, oui, on veut que Paul Biya parte. Les gens qui soutiennent Issa Chiroma, ils sont libres de soutenir Issa Chiroma, mais il ne faut pas qu'ils amènent d'autres Camerounais à être des cons, à être des idiots, à être des Camerounais qui ne réfléchissent pas, à être des Camerounais qui embrassent tout le monde parce que l'évêque de Yagua nous avait dit mieux vaut que le diable prenne, après on verra après. Non, tous les Camerounais ne sont pas des idiots. Nous tous, on veut que Paul Biya parte, qu'il dégage, qu'il fout le camp. Mais il ne faut pas nous amener dans un schéma que nous tous on connaît, dans un schéma qu'on a déjà vécu au Cameroun. Quand Paul Biya arrive au pouvoir, la France avait manigancé pour chasser Amadou Ahidjo. Et pour que Paul Biya prenne le pouvoir, on sait comment Paul Biya arrive au pouvoir, c'est la France qui le met au pouvoir.
Et Paul Biya a détruit, il a détruit le Cameroun. Et là, il va mourir au pouvoir. Donc, quand vous voyez la chronologie de Issa Chiroma, vous comprenez bien que Issa Chiroma, il ne vient pas dans l'opposition parce que réellement, il est en opposition contre Paul Biya. Non. Faites toutes les lectures politiques. Vous allez voir, lorsque un ministre du gouvernement quitte le gouvernement, il y a souvent un clash. Il y a un clash qui se passe. Un clash politique. Il y a un clash politique qui se passe et le ministre, il dénonce ce clash-là et il quitte le gouvernement. Mais Issa Chiroma, lisez tous ces discours. Il n'y a pas de clash. C'est seulement qu'on ne voit pas Paul Biya. Alors que Paul Biya, il est absent depuis des années. On ne voit pas Paul Biya. On ne voit pas Paul Biya. Il dit que ce n'est pas Paul Biya qui dirige le Cameroun. Ça fait depuis des années que tout le monde sait que Paul Biya ne dirige pas le Cameroun. Ça fait depuis des années que Paul Biya ne dirige pas le Cameroun. Mais quand vous faites la chronologie c'est quoi? Maurice Kamto vient en France. Et le 31 mai, Maurice Kamto fait un discours devant la place de la République. Maurice Kamto va faire l'erreur dans ce discours-là. Il va soutenir l'AES, l'Alliance des États de l'Ouest là. Il va soutenir, il va dire aux sympathisants, militants qui étaient là, il faut soutenir l'AES, c'est l'avenir. Il faut aussi soutenir les jeunes politiciens du Sénégal, dont Sonko et Diomaye Faye. Nous tous on sait que Sonko et Diomaye Faye, ils sont aussi contre la France. Certes, ils essaient un peu de maquiller les discours, mais nous tous on sait qu'ils sont contre la France, Diomaye Faye et Sonko. Mais c'est les gars de l'Europe, c'est les gars de l'AS qui ont vraiment affiché, ils ont vraiment affiché leur désaccord par rapport à la France. Donc, Maurice Kamto dit donc il faut soutenir l'AS, l'avenir, il faut soutenir le Sénégal et tout ça, tout ça. C'était le 31 mai. Et vous allez remarquer que quand Maurice Kamto revient, premièrement, il est en Bastille à Douala et tout. 12 jours après, c'est là où on voit Issa Chiroma dans une vidéo entre le 10, le 12, le 14, une vidéo qui circule sur Internet, qui va devenir virale, où Issa Chiroma critique Paul Biya en langue fulfulde. Avec les traductions, on va nous expliquer qu'il est en train de dire que Paul Biya nous dirige le Cameroun et tout. Donc entre le 10, 12, 14. Vous voyez donc que Issa Chiroma, c'est-à-dire que en politique, rien n'arrive au hasard. Le président américain, Roosevelt, il avait dit en politique, quand quelque chose arrive, ça n'arrive jamais au hasard. Ça a été préparé, ça a été motivé. Et pour faire une analyse politique, il faut faire ce qu'on appelle les 3 passoires de Socrate. La vérité, la bonté. Les 3 passoires de Socrate. Pourquoi? Vous allez comprendre que le contexte que Issa Chiroma quitte le gouvernement le 10-12 juin, il commence à critiquer Paul Biya dans une vidéo foufoudée. Vous allez voir que ça fait 10 jours que Maurice Kamto était ici, à Paris, où il a critiqué Paul Biya. Il a critiqué... Bon, en bref, il n'a pas critiqué la France, mais il a soutenu l'AS. Il a soutenu l'AS. Il a dit que les Africains doivent être souverains. Un président africain, il doit défendre les intérêts de l'Afrique. C'est un discours qui ne passe pas. Cela fait donc que quand Maurice Kamto revient, il y a donc ce qu'on appelle l'union des forces. Il y a donc ce qu'on appelle l'union des forces intérieures et extérieures. Donc, qui se mettent en place pour barrer Maurice Kamto. Donc, les forces exogènes et endogènes se mettent ensemble pour le barrer. C'est-à-dire que le régime de Paul Biya ne voulait plus de Maurice Kamto, mais la France soutenait encore Maurice Kamto.
Mais avec son discours qu'il a eu à faire là, ce discours-là a fait en sorte que les deux, exogènes, endogènes, se rallient. Il faut vraiment qu'on l'élimine. Et lorsqu'on l'élimine, il faut trouver des gens qui vont le remplacer. Et c'est là où Issa Chiroma, il est choisi. Parce qu'il faut analyser la chronologie. C'est-à-dire, il n'y a eu aucun clash. Il n'y a eu, c'est-à-dire, c'est-à-dire que même les simples rumeurs qu'on a sur le régime de Paul Biya, il n'y a jamais eu une rumeur qui dit que Issa Chiroma ne s'entend pas avec tel ministre, tel ministre. Nous tous on sait que Ngongo et Laurent Esso ne s'entendent pas. Ngongo et Laurent Esso ne s'entendent pas. On sait aussi que le Premier ministre et Ngongo ne s'entendent pas. Mais Issa Chiroma, il n'y a pas eu de rumeurs qui disaient que Issa Chiroma, il a un problème avec Paul Biya, il a un problème avec le régime, il a un problème. Il n'y a pas eu de rumeurs. Même les quelques temps qu'il passait à la télé, il disait qu'il va soutenir Paul Biya jusqu'à. Ce n'est que si Paul Biya ne se représente pas, que à ce moment-là, il ne va pas soutenir Paul Biya. Mais il va soutenir Paul Biya jusqu'à ce que Paul Biya finisse son mandat, que Paul Biya, jusqu'à ce que Paul Biya lui-même, il va dire qu'il n'est plus candidat. Maintenant, quand vous regardez la chronologie, le 31 mai, Maurice Kamto arrive ici, là, il fait ce discours que je vous dis là. 10 jours après, il y a une vidéo qui montre là en Fufulde comment il critique Paul Biya. 4 jours après, il y a cette photo. Vous le voyez à l'ambassade de France. Et 5 jours après, c'est-à-dire le 10 au 14, il y a la vidéo qui passe. Le 19, on le voit à l'ambassade de France. Le 24 juin, il démissionne. Le 24 juin, il démissionne. Le 24 juin, il démissionne du gouvernement. Le 25 juin, il sort tout un document avec toute une lettre et tout. Et il présente sa candidature. Le 13 septembre, il est voté par l'Union pour le changement de Anissé Kane. Donc, quand vous faites toute cette analyse-là, vous comprenez que Issa Chiroma, il n'a pas vraiment quitté le gouvernement parce que il y a vraiment un problème avec le régime de Paul Biya. Ou bien parce qu'il ne voit pas Paul Biya. Il a quitté le gouvernement pour d'autres intérêts, pour d'autres motivations dont il faut analyser. Parce que vous ne voyez pas un clash entre eux. Et même Bello Bouba aussi, vous ne voyez pas un clash. Bello Bouba, lui, maintenant, là, il sort du gouvernement vers les 15 juillet, 15-20 juillet, pour venir brouiller les pistes. Pour nous faire comprendre que bon, le Grand Nord se désolidarise de Paul Biya, le Grand Nord. Vous comprenez que Bello Bouba, il sort du gouvernement pour brûler les pistes. Parce que si réellement Issa Chiroma sortait du gouvernement avec des intentions, qui est vraiment que Paul Biya il est mauvais, et que Bello Bouba aussi, il sort du gouvernement parce que Paul Biya il est mauvais, normalement les deux allaient s'entendre. Les deux allaient s'entendre parce que ils ont le même but, le même objectif qui est que il faut qu'on dégage Paul Biya. C'est-à-dire que les deux allaient s'entendre. Mais vous voyez donc que Issa Chiroma, à partir de 10 juin, il commence à critiquer Paul Biya et tout ça là. Le 24 juin, il démissionne du gouvernement. Bello Bouba, il sort du gouvernement vers les 15 juin, 20 juillet, il sort du gouvernement. Vous voyez que les deux ont du mal à s'entendre. Ça signifie que les deux ne sont pas sortis du gouvernement avec les mêmes motifs. Donc, Issa Chiroma, il ne sort pas du gouvernement parce que réellement, il veut se séparer de Paul Biya. Parce qu'il a un problème avec Paul Biya. Il sort du gouvernement avec un autre intérêt. Une autre motivation construite, bien construite, qui est que, comme Maurice Kamto n'est plus là,
il y a peut-être Cabral Libi, il y a d'autres personnes qui peuvent en profiter. Il faut qu'on envoie quelqu'un, pardon, il faut qu'on envoie quelqu'un sur le chemin politique. Dans le cas où Paul Biya, parce qu'il faut savoir que la France ne veut plus de Paul Biya, mais c'est un jeu politique, c'est-à-dire ils sont en train de jouer l'alternance. L'alternance. Paul Biya lui-même aussi peut mettre au courant que c'est pour faire l'alternance. Il peut perdre les élections. On peut faire en sorte qu'on le déclare perdant, mais il y a Issa Chiroma qui gagne pour qu'il y ait une alternance un peu paisible. C'est la politique. C'est un peu tout ça, c'est la politique. C'est de la politique. Donc Issa Chiroma, il est là pour remplacer Boris Kamto. On le fabrique. Et après, Bello Bouba, maintenant, lui, il démissionne quelques semaines après pour venir brouiller les pistes. Pour qu'on nous fasse comprendre que vraiment le Grand Nord, le Grand Nord, le Grand Nord. Parce que si réellement le Grand Nord voulait récupérer le pouvoir, les deux là devaient s'entendre. Parce que les deux là savent que s'ils s'entendent, les 32% de l'électorat du Grand Nord, et que les deux sont ensemble, automatiquement, Paul Biya aura du mal à avoir même 5%. Au Grand Nord, il allait avoir du mal à avoir même 5% au Grand Nord. Donc, les deux là allaient facilement capitaliser même 25% de l'électorat du Grand Nord. Et plus la mobilisation du peuple, ils allaient aussi prendre des pourcentages dans d'autres régions. Ils allaient aussi prendre des pourcentages dans d'autres régions. Mais vous voyez que les deux, ils ont du mal à s'entendre. C'est parce qu'ils ne sont pas réellement sortis là pour le peuple. Ils ne sont pas réellement sortis là parce qu'il faut qu'ils dégagent Paul Biya. Ces gars-là, ils sont sortis pour d'autres intérêts. Maintenant, ils savent que les Camerounais sont dans une soif du changement. Et Issa Chiroma, son point fort, c'est de parler, c'est de mentir. C'est un populiste. C'est un populiste. Et vous allez donc voir qu'il va donc avoir une communication, des paroles qui touchent les Camerounais. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Paul Biya ne gouverne plus. Je vais mourir pour vous. Un peu comme Longo dit souvent. Je vais mourir pour vous. Je vais défendre votre vote jusqu'à mon sang. Il parle vraiment des choses qui touchent les Camerounais. Tout ça, c'est de la stratégie. C'est ça qu'on appelle du populisme. C'est un populiste. C'est-à-dire qu'il vous touche dans votre émotion, il vous touche, il vous réveille. Mais, est-ce que réellement, le 12 octobre, ou le 13 octobre, ou le 17 octobre, quand le Conseil constitutionnel va déclarer Paul Biya vainqueur, parce que tout le monde le sait, c'est eux qui truquent les élections, est-ce que Issa Chiroma va vraiment contester les résultats? Est-ce que Issa Chiroma va vraiment prendre le chemin de contestation? Est-ce que Issa Chiroma va appeler le peuple à le suivre? Est-ce que Issa Chiroma va vraiment le faire? On attend. On attend. On verra s'il va le faire. Parce que le rôle d'un populiste, c'est d'attirer le peuple. C'est de faire comprendre au peuple que je suis comme vous. Je suis avec vous. Il vous touche dans l'émotion. Et de plus, normalement, Issa Chiroma, parce qu'il faut savoir que, même si Issa Chiroma dit qu'il a été porte-parole, ce n'est pas lui qui décidait, mais il venait parler au nom du gouvernement. Donc il avait des rapports. Il parlait au nom du gouvernement. Il mentait les gens au nom du gouvernement. Ça signifie qu'il a participé. C'est-à-dire, si on condamne même Paul Biya dans un tribunal et tout ça là, tribunal des droits de l'homme et tout, on ne va pas condamner que Paul Biya. On va condamner même les Issa Chiroma. Parce qu'ils ont participé. Issa Chiroma a participé. C'était un propagandiste. Donc cela signifie donc que Issa Chiroma, il devait même prendre le temps pour faire même une vidéo où il présentait vraiment les excuses aux Camerounais. Et non faire un peu comme il avait écrit là. Il a écrit une lettre là. Dans la lettre là, il mélange un peu les excuses là, mais ce ne sont pas tous les Camerounais qui vont lire cette lettre là. C'est-à-dire, il doit vraiment, alors qu'il passe dans les médias, il passe sur les médias depuis là, parce qu'il faut comprendre qu'Issa Chiroma, il a
il a une communication bien rodée. Vous comprenez que il y a des grandes agences de communication derrière lui. Il a une communication bien rodée. Il passe dans les médias nationaux, internationaux, les réseaux sociaux. Et vous allez voir que la plupart des grands activistes, la plupart des grands influenceurs qui ont vraiment des pages et tout ça là, bien, des pages bien suivies, vous allez voir, ils sont proches de Issa Chiroma. Vous comprenez qu'il y a une communication bien rodée qui est là, une communication, voire même soutenue financièrement. Donc, avec tous ces médias-là, il peut prendre même 5 minutes, il fait véritablement une vidéo où il demande les excuses. Mais si vous regardez, dans toutes ces vidéos, il ne demande pas les excuses, il dit qu'il était porte-parole, c'est pas lui qui décidait, c'est pas lui qui décidait. Il faut aller voir, comme avec l'enfant volé, il va dire, il faut aller voir le ministre de la Santé, il faut aller voir ceci, il faut aller voir ceci, il faut aller voir ceci, là. Il ne s'est pas vraiment excusé. Certes, il y a une lettre qu'il avait pondue là, où il avait parlé, je ne sais pas quoi là, mais officiellement, il ne s'est pas vraiment excusé. Même en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a eu l'apartheid. Mais pour que les Sud-Africains recommencent à vivre ensemble, il y a eu ce qu'on appelle le tribunal où c'est réconciliation, où chaque Sud-Africain venait vraiment raconter les horreurs qu'il avait eu à commettre. Et c'est tout ça qui a fait en sorte que les Sud-Africains se sont pardonnés et se sont remis à vivre ensemble. Donc, Issa Chiroma, tout son sait comment il a participé à la propagande de Paul Biya. Il a menti, il a soutenu des meurtres, des meurtres, des meurtres. Il a soutenu des meurtres au niveau de la crise anglophone. Il a soutenu des meurtres au niveau des journalistes. Il a soutenu des vols des enfants. Il a soutenu que Paul Biya vole les élections. Et Issa Chiroma, il arrive comme ça. Il ne demande pas pardon officiellement dans une vidéo, il ne s'excuse pas, il ne se repentit, il vient seulement dire là que Paul Biya doit partir, je vais mourir pour vous, je vais couler mon sang, je vais défendre votre vote, je vais faire ceci, il raconte ça, et les Camerounais, comme les Camerounais veulent aussi le changement, ils sont derrière lui. Ils ne se posent pas de questions, mais comment se fait-il que c'est entre le 10, le 12, 14 juin que lui il vient, avant il était où? Et qu'est-ce qui s'est réellement passé entre les deux? Qu'est-ce qui a vraiment, moi je ne vois pas ce qui a vraiment fait qu'il soit en colère contre Biya, je ne vois pas. Qu'est-ce qui a vraiment fait qu'il soit en colère, je ne vois pas. Parce que le fait qu'il ne voit pas Biya, ça fait déjà presque Paul Biya, près de 20 ans, on ne le voit même pas. Mais comment c'est maintenant que lui vient dire que c'est parce qu'il ne voit pas Paul Biya? Donc vous voyez, c'est tous ces petits jeux-là. C'est tous ces petits jeux-là qui fait que, quand on analyse, il y a un peu de doute sur Issa Chiroma. Il y a des doutes. Et la vérité n'est pas loin. La vérité n'est pas loin. D'ici les élections auront lieu le 12. D'ici une semaine après les élections, il y aura la proclamation des résultats et on verra. Si le Conseil constitutionnel déclare Paul Biya vainqueur, on verra comment Issa Chiroma va réagir. On verra. Et c'est là où on saura la vérité. Mais moi, j'ai fait tout juste une analyse. Donc, merci à tout le monde. Il y a Raoul Focho qui me dit vraiment, Yanga Nungacha qui dit comment reconnaître la victoire d'un candidat dont les sympathisants et militants passent le temps à vous insulter et même lancer des mots que tout sauf. Exactement. C'est le fanatisme. Tout ça, c'est le fanatisme. Donc, merci. Bye.